Professeur Didier Raoult, que pensez-vous de ces infections par SARS-CoV-2 chez des patients vaccinés? Ça montre, là aussi, je regrette de rester en cohérence avec moi-même, mais globalement, pour tous ces vaccins à ARN, si vous voulez, il y a guère de magie. Donc, c'est des vaccins qui mutent beaucoup, donc ils se créent sans arrêt des nouvelles, des quasi-espèces, ils se créent sans arrêt des variants, si vous voulez. Et donc, on n'est pas surpris de voir qu'il y ait des variants qui résistent. Et en plus, ces vaccins sont des vaccins qui n'ont pas une efficacité considérable en fonction du variant. Ils ont un taux de protection réel qui est entre 60 et 80%. Donc ce qui se passe, et ça je le regrette, c'est qu'on vit trop au rythme du journalisme qui est une information par heure. Maintenant, avant c'était par jour, maintenant c'est par heure. Il y a une nouvelle information qui est plus ou moins vérifiée, puis un nouvel espoir et un nouveau désespoir. Et la médecine n'est pas comme ça, et les épidémies ne sont pas comme ça. Ça nécessite d'avoir un peu de calme et d'avoir des données d'observation avant d'avoir des conclusions. Là, les données d'observation qu'on voit, c'est, on dit, regardez, les Anglais sont le modèle. Moi, j'avais un peu de doute par prévention, parce que les plus grosses bêtises qui ont été faites pendant cette épidémie ont été faites par les Anglais. Et comme c'est le modèle de tout le monde, on a beaucoup suivi les bêtises des Anglais, et ce qui amène à faire qu'il est vraisemblable que la mortalité la plus élevée dans le monde a été celle de Londres, qui était le phare de la recherche médicale, où on trouve le Lancet, Nature, etc. C'est une question d'ailleurs qu'il faudra bien se poser, et on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion de l'information dans les journaux anglais qui amène à faire que c'est eux qui en sont les premières victimes. Donc là où il y a le plus de victimes, c'est là globalement où il y avait le plus de journaux scientifiques, le plus de moyens financiers pour, pour les soins, le plus de corruption et le plus d'industrie pharmaceutique. C'est là, donc c'est une espèce de paradoxe, ça montre qu'il y a un paradoxe au fait que c'est devenu un inconvénient d'être celui qu'on pensait être le leader. C'est quelque chose qui nous amènera à réfléchir. Donc j'ai vu récemment, et vous verrez la vidéo, une courbe de correspondance entre le degré de la corruption évalué dans les pays les plus riches et la mortalité pour Covid, et vous verrez qu'il y a des corrélations qui sont très claires. Le pays le moins corrompu, c'est le Danemark, et c'est un des pays qui a le mieux géré. Ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas et ils ont des règles de fonctionnement qui empêchent que ça dérive complètement. Donc il y a un vrai point. Donc là, comme d'habitude, on a dit c'est les Anglais qui savent le mieux faire. Regardez, ils ont fait un vaccin extraordinaire. Je ne sais pas qui c'est qui voudra encore bientôt du vaccin AstraZeneca, comme l'histoire de Remdesivir, c'est une espèce d'acmé où ils ont réussi à en vendre 1 milliard la veille du jour où on disait que ça ne servait à rien. Enfin, là, on voit que les Anglais ont dit regardez, c'est merveilleux, eux qui savent faire, qui ont vacciné à tour de bras, l'épidémie s'écroule, mais actuellement, le nombre de cas quotidiens, il est équivalent au celui du cœur de l'épidémie en novembre. Donc, l'évolution de la courbe telle qu'elle est là maintenant, quelle est la part du vaccin dedans, il est possible que le vaccin joue une certaine part du jeu, mais en pratique, comme il y a des variants, qui continuera à y avoir des variants, là c'est surtout le variant indien qui se développe actuellement aux États-Unis, et puis, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en France. Eh bien, il est bien possible que, effectivement, la vaccination soit plutôt moins efficace envers ce nouveau variant et envers d'autres. C'est aussi ce qu'on trouve maintenant en Israël, et que donc la politique extrêmement active de vaccination n'aura pas donné les résultats escomptés, et donc le modèle que l'on nous présentait est actuellement derrière nous en termes épidémiologiques, alors qu'il a vacciné plus que nous. Donc les choses ne sont pas si simples. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Chez nous, on voit, vous voyez que le nombre de vaccinés suit très précisément la courbe de l'épidémie, c'est bien normal d'ailleurs, avec simplement la proportion des vaccinés que vous voyez ici, qui augmente. Ça, c'est le nombre de positifs qui diminue, parce que l'épidémie diminue, mais la proportion
des vaccinés parmi nos positifs augmente et on n'a pas l'impression qu'elle soit radicalement différente de celle des non-vaccinés. Donc c'est une question qui remet, encore une fois, sur la table. Attendez, on ne peut pas penser que tout va être réglé par la vaccination telle qu'elle existe maintenant. Après, l'avenir appartient à personne, comme disait Victor Hugo. On verra bien, mais pour l'instant, on n'a pas une solution parfaite avec ce type de vaccin. Donc ce vaccin, la capacité de ce vaccin à protéger l'ensemble de la population, même quand on a des taux de vaccination extrêmement élevés, est incomplète. Donc il restera des problèmes à régler, en particulier par le soin. Est-ce que les patients vaccinés font le même type d'infection que les patients non vaccinés ? Oui, globalement, sur ce que nous avons, hein, nous on a eu 572 patients vaccinés qu'on a analysés. Parmi ceux-là, il y a eu 10% d'hospitalisés, ce qui correspond globalement à ce que nous avons eu pendant tous ces épisodes épidémiques. Il y en a eu 7 qui sont passés en réanimation et 8 qui sont morts. Donc on a une mortalité qui est comparable à ce que nous avions chez les gens non vaccinés. Mais je vous rassure, bien entendu, les gens qui meurent, c'est la même population, c'est-à-dire c'est des sujets qui sont très âgés ou c'est des sujets qui ont une espérance de vie très faible. Donc il faut revenir aux choses, c'est quand même cette maladie tue des gens de plus de 65 ans qui ont des facteurs de risque associés ou des gens de plus de 75 ou 85 ans qui ont une espérance de vie très faible. Donc c'est pas une maladie qui va se mettre à tuer les enfants, sauf si le virus change ou si un autre virus, mais c'est pas le cas. Donc globalement, y compris même les statistiques de l'INSEE montrent que on a une baisse de la mortalité dans toutes les tranches d'âge jusqu'à 60 ans. Il n'y a qu'à partir de 60 ans que la mortalité a augmenté en 2020 par rapport à 2019. Donc, ça ne mérite pas un tel affolement. 2, il faut soigner les personnes, en particulier les personnes âgées. 3, il faut vraiment tester les molécules anodines comme l'ivermectine ou comme l'hydroxychloroquine, en particulier dans ces épisodes-là, et en particulier dans les EHPAD, où c'est le problème le plus important. Et globalement, on sait que presque toutes les demandes d'essais thérapeutiques dans les EHPAD ont été refusées au niveau de ce pays, aussi bien les nôtres que celles de l'essai multicentrique d'Angers. On le sait maintenant, puisqu'on a eu les données officielles de l'ANSM répondant aux gens qui voulaient évaluer ça dans les EHPAD. Ça a été refusé. Donc la population la plus à risque, c'est celle-là. Si vous voulez vraiment diminuer la mortalité, il faut se préoccuper de cette population avec des médicaments connus, sans risque, pour pouvoir les traiter et baisser la mortalité. Voilà. Est-ce que les variants sont tous aussi sensibles au vaccin et est-ce que les personnes porteurs vaccinées sont contagieuses ? Alors, on a l'impression, mais on n'a pas les données statistiques suffisantes, on a l'impression, nous sur nos données, que le variant indien est plutôt relativement plus fréquent, c'est-à-dire que 50% des variants indiens que nous avons sont chez les vaccinés. On voit qu'en Angleterre ou en Israël, c'est comme ça que ça se passe, mais pour l'instant, nos données chiffrées, ne nous permettent pas, il n'y a pas suffisamment de cas, pour pouvoir faire des statistiques qui démontrent qu'il y a un risque relatif plus important avec le variant indien qu'avec les autres. Ensuite, il faut remettre les choses au point, parce qu'il y a des journaux, en particulier un journal du soir qui est spécialisé dans l'information parallèle. Les patients porteurs du virus et pas malades sont aussi contagieux que les autres. Donc ils ont du virus cultivable. Et donc la proportion de virus cultivable chez les gens qui sont asymptomatiques est la même que ceux qui sont symptomatiques et la même que ceux qui sont vaccinés et porteurs du virus. D'accord ? Donc le reste, c'est des opinions, parce que personne au monde n'a cultivé autant de virus que nous. Donc, il y a 3000 souches isolées. Personne n'a ça. Donc on est seul à pouvoir faire des statistiques, les autres font des déductions. D'accord ? Et le fait de ne pas savoir faire pousser les virus, en particulier si
on garde les cellules dans des conditions toxiques, ce que font beaucoup de laboratoires qui ne se sont pas spécialisés dans la culture de ce virus à partir des échantillons humains, ne peuvent pas garder les cellules pendant plus de 7 jours, et donc les cultures un peu plus lentes, ils passent à côté. Donc quand il y a peu de virus, il faut être capable de garder les cellules pendant 15 jours pour les détecter. Il faut qu'il y ait énormément de virus pour pouvoir les détecter dans les 7 premiers jours. Donc les gens qui ne savent pas ça, mais ça c'est de la science, c'est pas de la communication journalistique, c'est de la science. La science, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est porteur dans l'appareil respiratoire haut, la bouche, le nez, de virus, n'est pas contagieux. Je ne peux pas dire ça, c'est une fantaisie. Voilà. En tout cas, ça cultive très bien, et donc ça cultive aussi bien que quand vous êtes symptomatique, et ça cultive aussi bien que quand vous avez été vacciné, et probablement on est en train d'étudier ça chez les gens qui sont porteurs avec les anticorps. Ça cultive probablement aussi bien quand ils ont des anticorps que quand ils n'ont pas d'anticorps. Voilà. Donc, quand vous trouvez du virus par PCR, en pratique, la culture virale est proportionnée à la charge virale, qu'on traduit, nous, par une abréviation qui s'appelle CT. Et donc, si vous êtes en dessous de 34 CT, ça veut dire qu'il y a du virus vivant. Merci beaucoup.